Question. Alors, que pensez-vous de la décision du gouvernement de se présenter une fois par mois devant les députés pour répondre aux questions d'actualité? Sur la forme d'abord. Je vous remercie et permettez-moi tout d'abord d'exprimer mon plaisir d'être en face de mon frère Maître Mancé et de vous retrouver sur ce plateau que nous aimons beaucoup. Dans la forme, lorsqu'un gouvernement donne rendez-vous à la représentation parlementaire à espace régulier pour rendre compte au peuple des résultats obtenus, des difficultés à surmonter et des objectifs à atteindre, tout républicain salue l'exercice. Il se trouve cependant qu'à la pratique, il semble que l'exercice ait été biaisé d'une part en raison des conditions de répartition des temps d'intervention, d'autre part en raison, semble-t-il, d'une préparation préalable des questions et des réponses par la majorité, au point que cela a paru être un exercice de simulation. Simulation pour dissimuler quoi? L'avenir nous le dira. Toujours est-il que cet exercice n'aura pas permis, en toute transparence, d'aborder toutes les questions et à fond, à la grande satisfaction du peuple sénégalais. Je pense que la presse s'en est fait largement l'écho aujourd'hui. Oui, et je rappelle juste que sur les 14 questions, 10 ont été octroyées à Benno Bokk Yakaar, 3 pour le groupe libéral et 1 pour les non-inscrits. Donc ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'équilibre donc dans le temps de parole. Maître Ousmane Seye, ce qui dérange le plus certains, c'est ce cadrage concernant le nombre de questions, non pas la durée. Comme on a l'habitude de le voir à l'Assemblée nationale, la durée donc de prise de parole, mais le nombre de questions, ce qui est assez nouveau. Merci Amadou, je vous remercie de m'avoir invité pour la deuxième fois à cette émission en jeu. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être en face de M. le ministre, son Excellence M. Amadou Tidiane Ouane, qui est un frère pour moi, directeur de cabinet de l'ex-président Abdoulaye Wade. J'en profite pour vous demander les nouvelles de l'ex-président. J'espère qu'il va bien. Il se porte bien. Merci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, pour votre question, je crois que vraiment c'est une très belle initiative prise par le président de la République de permettre au gouvernement d'être devant la représentation parlementaire pour parler de questions d'actualité. Et sur la forme, je crois que c'est une séance inédite. Et c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a décidé... Et la conférence des présidents. Et la conférence des présidents, effectivement, qui ont décidé donc d'organiser ce débat pour permettre à l'Assemblée nationale d'exercer une de ses missions principales, le contrôle de l'activité gouvernementale. Donc l'initiative est à saluer. Et j'espère qu'elle sera perpétuée chaque mois. Je crois que le gouvernement sera devant la représentation parlementaire pour dialoguer. C'est ça le dialogue. Donc au Sénégal, il y a bel et bien le dialogue politique parce que ce dialogue doit se faire à travers des institutions comme l'Assemblée nationale qui est la représentation parlementaire. Maintenant, l'Assemblée nationale fonctionne d'une certaine manière déterminé par la loi organique sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous savez que les députés sont composés en groupes parlementaires et en députés indépendants. Donc le groupe parlementaire le plus représentatif, c'est le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Ensuite, il y a le groupe libéral, le groupe parlementaire libéral, et il y a les non-inscrits. Toujours au niveau de l'Assemblée nationale, la prise de parole est fonction du nombre de députés, au prorata des députés. Et il est évident que de loin, le nombre de députés appartenant au groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar est beaucoup plus important. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas le temps, ce sont le nombre de questions qui a été limité. J'y viens. Voilà. Donc il est normal qu'il y ait plus de députés appartenant au groupe parlementaire de la majorité que de députés appartenant effectivement au groupe parlementaire de l'opposition sur le nombre des intervenants. Donc c'est au prorata, donc ça c'est normal. Maintenant sur le nombre de questions, vous savez que il n'était pas permis de poser n'importe quelle question. Là aussi c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale
qui détermine les questions, c'était des questions d'actualité. Et d'intérêt général. Les questions d'actualité et d'intérêt général, surtout ce sont des questions, ce sont des faits, des événements qui ont eu lieu dans moins d'1 mois. Et des questions d'intérêt général. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le nombre de questions a été réduit, je crois, à 14. Je crois qu'il y avait en tout et pour tout 14 questions. Mais ce qui est important, pour moi, c'est les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été données. D'ailleurs, le débat, le président de l'Assemblée nationale l'appelait question-réponse. Et j'estime que toutes les questions qui intéressent actuellement, d'actualité, d'intérêt général, qui intéressent actuellement ou qui interpellent le gouvernement et qui intéressent les Sénégalais, l'essentiel de ces questions ont été posées. On a posé des questions sur le suivi et l'évaluation des conseils d'administration, des conseils de ministres décentralisés. Voilà, justement, c'est l'objet de ma prochaine question. Et là, je retourne la parole à... Des questions sur le PSE. Et toutes ces questions, le Premier ministre et ses collaborateurs, ses ministres, ont apporté en tout cas des réponses, qui ont été satisfaisantes. Nous y reviendrons. Abordons maintenant, on peut anticiper, abordons le fond des questions au gouvernement. Le Premier ministre a brandi un document récapitulatif du niveau d'exécution des engagements pris par le président Macky Sall. Il a avancé des chiffres, Saint-Louis 52%, Kaolack 38%, Kolda 70%, etc. On ne peut plus parler de promesses en l'air. Écoutez, si tenir des promesses, c'est donner des pourcentages, oui. D'exécution, pour nous, d'engagement. Pour nous, tenir des promesses, c'est satisfaire la demande des Sénégalais. Ce ne sont pas des statistiques savantes, ce ne sont pas des chiffres que l'on aligne. Il faut aller demander à la ménagère de 50 ans de Guet Ndar si 52% des objectifs qui étaient assignés à sa demande sociale ont été satisfaits ou pas. Je pense que l'exercice auquel s'est livré le gouvernement était un exercice cosmétique, mais qu'il ferait mieux de descendre dans la réalité du Sénégal d'aujourd'hui pour mesurer la détresse des jeunes sans emploi, mesurer la cherté de la vie à laquelle fait face notre population, mesurer l'attente en termes d'emploi des jeunes Sénégalais. Maintenant, une bonne agence de communication ou même quelques collaborateurs qui sont des spécialistes de la communication, et nous savons que nous avons un gouvernement investi par des communicants, peut avoir une trouvaille géniale d'organiser une randonnée à l'Assemblée nationale devant une foule subjuguée, parce que la majorité, comme l'a dit Maître Ousmane Seye, est acquise d'avance. Ce n'est pas un débat. Lorsqu'on a une salle remplie d'applaudisseurs totalement acquis à votre cause, l'exercice aurait été plus périlleux si on avait permis à l'opposition de disposer du temps nécessaire pour contredire aux besoins les affirmations du gouvernement et des ministres. C'est cet exercice que l'on attend de nos autorités qui n'ont rien à cacher, mais qui devraient se livrer sans préparation préalable ni maquillage aux questions que se pose légitimement le pays. Maître Ousmane Seye semble satisfait des réponses. La liberté existe pour les autres Sénégalais de considérer que ces réponses ont été en deçà de nos attentes. On pourra aller au fond... Oui, vous semblez satisfait, Maître Ousmane Seye, mais concernant précisément les conseils des ministres décentralisés, il a avancé des chiffres, je l'ai rappelé tout à l'heure. Votre appréciation? Mais non, il n'a pas. Il a produit un document technique, alors qui vraiment résume l'essentiel des promesses qui ont été faites et le degré d'avancement de ces promesses. Et j'étais satisfait parce que les promesses ont été satisfaites à plus de 50%. Et c'est des documents avec des chiffres à l'appui. Et ce qui m'a plu dans les réponses du Premier ministre, sincèrement, il a apporté vraiment des réponses techniques, objectives, et non pas des réponses politiques et politiciennes. Il a même laissé ce document entre les mains des députés pour éventuellement qu'ils puissent quand même regarder et savoir, mesurer vraiment l'évaluation des promesses qui ont été faites. C'est des promesses qui sont réalisées. Moi, par exemple, j'ai eu le privilège d'accompagner le président de la République à Ziguinchor, où il a fait 8 jours. Quand mon frère Amadou Tidiane Wane parle de descendre sur le terrain, je crois que personne au Sénégal n'est descendu sur le terrain mieux que le président de la République, vraiment Macky Sall.
N'oubliez pas que c'est un de nos bons élèves. Franchement, il est collé aux populations. Il a fait 8 jours dans la région de la Casamance. Il a posé des actes importants à Ziguinchor, à Kolda, à Sédhiou. Je ne parlerai même pas des bateaux. Je ne parlerai même pas des billets de transport qu'il a abaissé de 50%. La première pierre sur la Transgambienne pour continuer la Gambie pour aller à Ziguinchor. Mais aussi il y a les domaines agricoles communautaires qui ont été initiés au niveau de Sédhiou. Mais est-ce que tout le folklore, c'est une parenthèse, hein? Est-ce que tout le folklore qui a accompagné cette visite était nécessaire? Écoute, quand le président de la République se déplace, il est forcément accueilli par les populations. S'il n'y avait personne dans la rue, on aurait dit que le président de la République n'est pas populaire, il n'est pas accueilli. Donc il est normal que le président de la République, d'abord, j'ai entendu même certains dire oui, que c'est une tournée politique, mais forcément politique. Absolument. Quand le président de la République se déplace, mais c'est une personnalité politique qui se déplace. Donc, effectivement, il a fait une tournée politique et économique. Et que les populations de Casamance se sont sorties pour l'accueillir dans l'euphorie. Parce qu'il est venu avec des actes concrets, avec des réalisations concrètes. Il va le faire dans toutes les régions du Sénégal. C'est sûr et c'est certain. Donc, franchement... pour revenir au Conseil des ministres les conseils des ministres décentralisés, le Premier ministre vous a donné, avec des chiffres à l'appui, les promesses qui ont été faites à Saint-Louis, à Thiès, à Ziguinchor, à Kaolack, et le niveau quand même d'exécution. D'une manière très technique, parce que quand même, on peut tout lui reprocher, sauf qu'il n'est pas un travailleur, qu'il n'est pas un technicien. On a la chance d'avoir un Premier ministre qui est un technicien, qui est un travailleur, et franchement, qui ne s'occupe pas de la politique politicienne. Et toutes les réponses qu'il a apportées aux questions qui lui ont été posées, ce sont des réponses techniques. Sur l'emprunt obligataire, vous l'avez entendu. Il y a des problèmes techniques, financiers et juridiques qui font que cet emprunt obligataire aujourd'hui ne peut pas prospérer. On a simplement demandé à la mairie de Dakar de lever ces écueils techniques, juridiques, financiers. Mais ça, c'est l'explication technique, mais en de fond, on ne peut pas écarter la politique. Sur les réformes de l'enseignement supérieur, il a apporté des réponses, franchement techniques. Vous savez, le PSE, pour qu'il soit mis en œuvre, vous le savez, monsieur l'ambassadeur, il faut nécessairement des réformes. Et les réformes sont toujours difficiles à appliquer. Vous avez exercé le pouvoir, absolument. Vous devez le savoir. On le Donc sait. on est à ce stade-là au niveau du Sénégal. On le sait, sauf que personne ne nous avait dit que le PSE exigeait des réformes préalables. On nous a vendu un idéal. On nous a dit, nous sommes allés à Paris, nous avons mobilisé 4 000 milliards, Club de Paris, en fanfare. Tout le monde est allé, des gens qui n'avaient rien à faire au Club de Paris ont été transportés par avion pour la communication. Ce que je vous dis, c'est que nous avons un gouvernement de communicants. Ils mettent en avant l'effet d'annonce, ils mettent en avant l'emballage brillant, mais à l'intérieur, le peuple, la population attend de voir. Je ne vous dis pas que le Premier ministre Mahamat Dione n'est pas un travailleur, c'est un frère comme vous, que je connais très bien. Qu'il soit un travailleur n'est pas le problème. Est-ce qu'il atteint les objectifs que le peuple qui leur a confié le mandat le 25 mars 2012 de leur changer la vie? Est-ce que ce mandat-là, il l'a atteint ou pas? C'est la question qui se pose. Oui. Et cette question-là, elle n'est pas réductible à un acte de communication devant le Parlement. Elle est quantifiable dans la vie de tous les jours des Sénégalais. Nous avons, comme vous l'avez dit, exercé le pouvoir. Nous savons mesurer les attentes que le peuple se pose et nous savons décoder tous les messages d'attente inassouvis que le peuple lance tous les jours. Mais monsieur le ministre, donc on va avancer un peu. Hein, oui, donc on va parler, il a évoqué tantôt, c'est la crise dans l'enseignement supérieur. Par exemple. Oui, le ministre de l'enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, a déclaré que les négociations entre le gouvernement et le SAES se poursuivent au sujet de la loi cadre sur les universités. Et là, il dit qu'il y a bon espoir. Êtes-vous aussi optimiste? Écoutez, nous ne sommes pas des nihilistes, en tout cas pas moi. Nous souhaitons un plein succès à Mary Teuw Niane. Il se trouve que les syndicats que nous rencontrons et qui sont venus à la rencontre, les syndicats membres du Grand Cadre, ont demandé une audience au président Wade. Et l'un des conseils qu'il leur avait donné, c'est messieurs, n'utilisez la grève
qu'en dernier recours et de préférence ne l'utilisez pas parce que les victimes, ce sont nos enfants. Faites tout pour que vos revendications soient satisfaites par la négociation, par le dialogue avec le gouvernement. Il avait même lancé un clin d'œil en disant si vous voulez que je fasse partie de vos conseillers pour les négociations, je suis disponible. Et donc, nous ne sommes pas des nihilistes. Cependant, nous jugeons au résultat. Oui, Maître Sey, les enseignants s'insurgent contre la loi cadre parce qu'ils disent que voilà, elle porte atteinte à la liberté des universités. Bon, écoutez, moi j'ai espoir qu'une solution sera trouvée parce qu'il s'agit d'enseignants. Mais les deux camps campent sur l'opposition pour l'instant. Le point d'achoppement, c'est la composition du conseil d'administration de l'université et la désignation du recteur. Et je crois que nous sommes dans un monde qui s'ouvre de plus en plus et que l'université doit s'ouvrir vers l'extérieur. Si l'université veut former des étudiants qui doivent être aptes à travailler dès l'obtention de leur diplôme, il faut que l'université s'ouvre sur le monde du travail, Donc il est nécessaire que le conseil d'administration de l'université qui s'occupe de la politique universitaire, qu'il y ait des membres du monde du travail, membres de ce conseil d'administration. Maintenant, je crois que le problème, c'est de discuter le nombre de ces éléments extérieurs à l'université, mais il faut nécessairement qu'il y ait des éléments extérieurs dans la composition du conseil d'administration. Sur ce point, je crois que j'ai confiance en l'État, j'ai confiance aux syndicats, le SAES, c'est-à-dire que quand même c'est des enseignants du supérieur, donc ils sont intelligents, ils mettront en avant l'intérêt de l'école et l'intérêt du Sénégal parce qu'ils sont des patriotes, je le suppose, et pour cette raison, j'espère qu'il y aura une solution sera trouvée. Bien sûr. On va passer donc à un autre sujet. Le Premier ministre a été interpellé sur l'affaire Africa Energy qui porte sur un marché de 300 milliards de francs CFA en entente directe. D'abord, quel est votre sentiment par rapport à ce marché que l'on a attribué à Africa Energy et que, selon certaines informations, Africa Energy n'existait pas au moment où on lui attribuait ce marché? Selon les informations recueillies à travers la presse, au moment de l'attribution du marché à Africa Energy n'avait pas encore d'existence juridique. Africa Energy n'avait pas de siège social. Il semblerait que Africa Energy a donné des adresses et des numéros de téléphone correspondant à ceux d'une grande entreprise sénégalaise. Il semble aussi, selon les informations données par la presse, que le responsable moral d'Africa Energy serait le directeur général de la même société. Alassane Diallo en l'occurrence. Je ne me permets pas de citer de nom. Toujours est-il que ce sont les informations portées à notre connaissance par la presse. Si ces faits sont avérés, on est devant une situation pour le moins abracadabrante. Eu égard à toutes les pétitions de principe que les gens ont lancées en termes de bonne gouvernance, en termes d'exigence de transparence, en termes pour monter vraiment tout un nuage de fumée sur la gestion du régime passé, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui des faits qui non seulement perdurent, mais sont multipliés à une quantité industrielle. Et sur cette question précise, le gré à gré est devenu la règle. Le gré à gré, semble-t-il, est devenu la règle et il faudrait que le gouvernement fasse plus que s'emmurer dans son silence ou donner des bribes de réponse. Oui, sur ce sujet, Maître Ousmane Sey, 300 milliards pour un marché d'entente directe pour une société qui n'existe pas. Ce n'est pas le montant qui est important. Moi, je crois qu'on ne peut pas attribuer un marché à une société qui n'existe pas juridiquement. J'estime que bon, ça, c'est de la rumeur. Une société peut exister, une société peut exister, se fait représenter, mandater une autre société pour la représenter dans certaines transactions commerciales ou bien dans certaines transactions juridiques. Ça aussi, c'est légal, c'est du droit. Donc, il faut faire attention à ces rumeurs, à ces informations quand on ne les vérifie pas. Moi, je ne peux pas comprendre qu'une société puisse gagner un marché de 300 milliards. Et d'après les informations que j'ai, ce n'est pas un marché qu'il a gagné. C'est la société qui est voulue pour investir à hauteur de 300 milliards pour vendre de l'électricité. C'est ça l'information
que j'ai de sources officielles. Mais pourquoi Africa Energy et pourquoi pas une autre société? Mais parce que c'est Africa Energy qui est venu dire que j'ai la capacité financière d'investir 300 milliards, de produire de l'électricité et de vendre cette électricité à la Sénélec. Vous êtes sûr que c'est comme ça que c'est passé. Africa Energy est seul C'est capable... Africa Energy qui s'est manifesté. Voilà. Même s'il y a d'autres sociétés qui ont la capacité, on note que c'est Africa Energy qui s'est manifesté pour venir proposer à l'État du Sénégal d'investir 300 milliards pour produire de l'électricité et ensuite vendre cette électricité à la Sénélec. Parce qu'on sait qu'il y a Après, d'autres Africa sociétés Energy qui sont intéressées va par le même négocier, domaine. parce qu'il n'y a que la Sénélec aujourd'hui qui a la capacité légale d'acheter de l'électricité. Oui, la Sénélec va après négocier le prix d'achat de l'électricité parce que nous en avons besoin. Pourquoi Mais dire qu'il a gagné un marché de gré à gré, ça je ne crois pas. C'est Africa Energy qui est venu pour investir 300 milliards. Je peux vous poser une question. Pour produire de l'électricité et vendre de l'électricité. Pourquoi? De toute façon, nous savons que le Sénégal a un problème d'approvisionnement suffisant en électricité. Pourquoi? Oui, suffisamment. Nous ne couvrons pas suffisamment nos besoins en électricité. C'est pour cela que on a un déficit. Mais évidemment, c'est bien pour ça qu'on a besoin qu'une société vienne nous en vendre. Oui. Pourquoi, lorsque cette situation se pose, il n'y a pas un appel d'offres? Pourquoi? Écoutez, il y a au moins un délit d'initié, c'est-à-dire qu'une entreprise nationale de l'envergure des ICS, dont le directeur se retrouve dans son bureau, imagine qu'il y a un gap en électricité, crée une société virtuellement, son papier en tête, à partir de son bureau, garde les mêmes numéros de téléphone. Il faudrait quand même... Mais Michel, non, il y a une nuance. Non, il y a une nuance. Un appel d'offres. Non, un appel d'offres suppose que l'État ait senti le besoin d'investir et d'ouvrir un marché, une commande publique, en disant que moi, État, je lance un appel d'offres pour la production de tant de kilowatts d'électricité extra. Les sociétés qui sont capables de faire ça vont concourir. Ça, c'est l'État qui prend l'initiative. Mais quand une société vient dire que, proposer à l'État que j'ai la capacité financière d'investir tant pour produire de l'électricité et de vendre de l'électricité, il n'y a pas d'appel d'offres. C'est une proposition qui est acceptée par l'État quand l'État sent que cette proposition est raisonnable. Et que cette proposition aujourd'hui va réduire le déficit d'électricité que nous avons. C'est à l'État qui est à l'initiative. Le seul problème que vous refusez de voir et qu'a dénoncé la presse, c'est que c'est le directeur d'une société nationale qui est au départ et le Premier ministre l'a avoué. De cette proposition. C'est ça le problème. Ce n'est pas le problème. Le directeur général d'une société. Non, je précise. D'une société nationale. Il est actuellement directeur de cette absolument. Je vais vous dire exactement ce que le Premier ministre a dit hier. Je vais vous dire exactement ce que le Premier ministre a dit. Il a avoué que le directeur général des ICS, Alassane Diallo, a été le directeur d'Africa Energy jusqu'à ce que le groupe Archer revende ses parts. C'est ce qu'il a dit. Oui. Donc il ne l'est plus. Non, il ne l'est plus, mais il l'a été. Mais voilà. Donc il y a eu ce conflit d'intérêts. En tout cas, aujourd'hui, il y a au moins un délit. Monsieur le ministre, vous avez été ministre. Oui. Vous avez été ambassadeur. Oui. Vous avez cessé vos fonctions. Oui. Mais rien ne vous permet maintenant d'aller dans le privé et de sauf proposer qu'il à n'avait l'État pas vos encore services cessé dans ses le privé. fonctions. Non, sauf quand on créait Africa Energy, il n'avait pas, Alassane Diallo n'avait pas Et cessé ça, c'est le ses Premier fonctions. ministre qui l'a avoué. Il l'a dit expressément. Je ne crois pas. Ben, bien sûr, il faut récupérer la banque. En tout cas, s'il a été directeur général de la société, il cesse ses fonctions, il peut effectivement s'investir dans le privé. Les faits révélés par la presse, c'est qu'il y a une concomitance entre l'exercice des fonctions de directeur des ICS, le fait que les ICS soient la boîte aux lettres de cette société-là, qui a aussi les mêmes numéros de téléphone, c'est ça que le gouvernement ait signé les yeux fermés. Voilà, c'est ça les faits révélés. Le gouvernement ne signe jamais les yeux fermés. En tout cas, c'est ça les faits révélés. Monsieur Tidjarouane pour le confirmer. Absolument. Oui, mais le Premier ministre a dit autre chose. Le Premier ministre a dit autre chose. Il a parlé de la signature du protocole d'accord du 2 novembre pour dire que c'était entre la maison mère d'Africa Energy, c'est-à-dire Archeon Group, et le gouvernement du Sénégal. Cela veut dire que effectivement, Africa Energy n'existait pas. Et c'est Africa Energy qui produit et vend et non Archeon Group. Mais s'il y a une signature avec une société mère
Mais rien Mais n'empêche c'est pas à la cette société société mère d'être qui représentée produit après par une l'énergie. autre société. C'est pas la société mère qui produit l'énergie et revend. C'est Africa Energy, une société de droit sénégalais qui produit et revend l'énergie aux Sénégalais ou à la Sénélec, si vous voulez. Il y a beaucoup de combinaisons juridiques. Vous me parlez d'une société mère qui peut avoir une filiale au Sénégal. Qui peut Et la maison mère est qui peut actionnaire mandater au une autre Je rappelle société que au cette maison Sénégal. mère, Aken Group, était actionnaire au Mais ICS. quand vous posez une question, quand je réponds, il faut m'écouter. Voilà, maintenant je vous écoute. Voilà. C'était juste une précision. Il faut m'écouter. Voilà. Il peut avoir une société mère qui signe un contrat avec l'État du Sénégal. Cette société mère peut mandater à une autre société au Sénégal de la représenter. Qui existe. Qui existe. Mais celle-là n'existait pas. À ce moment-là. Là, je mets un point d'interrogation. Mais rien n'empêche à cette société Africa d'être Energy a été créé le représentée. 28 février 2013. Le protocole a été signé le 2 novembre 2012. Oui, mais vous avez dit que le protocole a été signé entre l'État du Sénégal et une société mère. Mais c'est normal. Après, maintenant, cette société peut être créée après. Et la société mère mandate à cette société de la représenter. Entre-temps, on a octroyé le marché à cette société. C'est ça qui dérange en fait. Vous ne pouvez, parce que ce que vous dites est contradictoire. Mais Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un protocole entre l'État du Sénégal et une société mère, mais dans ce protocole, donc, il y avait l'attribution de ce marché. C'est après que la société mère ait mandaté cette société Africa Energy au Sénégal pour la représenter. C'est par la suite, au mois d'août, qu'on a signé le contrat entre la Sénélec et Africa Energy. Et bien sûr. Précisément. Parce que c'est à ce moment-là qu'on l'a mandaté. Voilà. Moi, ce ne sont pas sur les arguments Oui, vraiment, que je c'est discute. Et je pense qu'on peut aller à autre chose. Moi, mon problème dans ce dossier-là, c'est que je m'en tiens aux faits révélés par la presse, encore une fois, sous réserve de vérification. Ce n'est pas tous les faits révélés par la presse. Non, mais je m'en tiens pour le moment. Attendez, maître, je m'en tiens pour le moment aux faits révélés par la presse, mais étant entendu que des actions vont peut-être être intentées par tous ceux qui veulent y voir plus clair, et vous êtes un avocat, on y verra un peu plus clair. Mais pour le moment, il est tout de même préoccupant que le patron d'une entreprise nationale crée dans ses locaux une société, fut-elle filiale d'une société mère, et que cette société signe un contrat avec l'État de gré à gré pour un montant aussi important. Maintenant, pour les hommes politiques, cela pose des questions. Et le rôle des hommes politiques et de la presse, c'est de s'interroger sur ce qui pourrait être constitutif de pistes ou de corruption ou de commission ou autre chose. Maintenant, les gens vont aller plus avant et tout va sortir. Oui, parce que franchement, moi il n'est pas sûr. Hein. Pour moi, il n'est pas sûr. Au moment de la création, c'est un directeur de société nationale en fonction qui a créé cette société-là. Vraiment, Ça, si j'ai les preuves, Ça, c'est les faits. si c'est les faits, les c'est pas documents que normal. j'ai vus, Mais, les documents mais que j'ai franchement, vus, je n'ai pas les preuves. C'est pas parce que la presse l'a dit aussi Non, que non, je dis c'est que des c'est vrai. documents. C'est des documents. Nous, on a vu de les l'APIX. documents. Je n'ai pas vu ces C'est des documents. documents de l'APIX. Je n'ai pas vu ces documents. Oui, donc c'est je pas- ne sais Voilà, on va passer à un autre sujet, c'est donc le procès de Karim Wade devant la CREI et la déclaration de l'ambassadeur de France au Sénégal, hein, qui a dit que c'est un non-lieu qui l'aurait surpris dans le dossier Karim Wade. Mais je tiens à préciser, sous votre contrôle de juriste, que son Excellence, M. Jean-Félix Pagano, qu'à ce stade de la procédure, on ne peut pas parler de non-lieu, mais plutôt de relax ou de condamnation. Le non-lieu renvoie à une non-culpabilité et elle intervient au stade de l'instruction, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, le non-lieu. Donc il bon, s'est je crois que fourvoyé, c'est un lapsus de l'ambassadeur sa s'est part. fourvoyé déjà. Oui, cela veut dire qu'il n'est pas spécialiste de la question. Voilà. Le non-lieu, cela veut dire qu'il n'y a pas assez de charges pour poursuivre l'instruction. Et l'affaire s'arrête là. Mais dès que le tribunal est saisi, on ne peut plus parler de non-lieu. On parle de renvoi des poursuites, de relax ou tactiquement s'il s'agit de la cour d'assises ou d'une cour. Mais ça, c'est Voilà. pas ce qui est important. Cela dit, que pensez-vous des propos de Alors, M. moi, franchement, je fais partie des personnes qui ont trouvé les propos de l'ambassadeur regrettables quand je l'ai entendu sur le show. J'ai même entendu des gens qui, pour le défendre, disent que bon, l'ambassadeur, c'est un observateur. Mais l'ambassadeur, il représente son pays. Il a été parle sous le ambassadeur, contrôle Nous en de dire l'ambassadeur Amadou Tidiane. C'est-à-dire que si l'ambassadeur Pagano parle aujourd'hui, c'est la France qui parle. Ouais. C'est ça. On va autoriser. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, si on te poursuivait,
et que tu ailles dans l'ambassade de France, on estime que tu es en France. C'est le territoire français. Donc quand l'ambassadeur parle, c'est la France qui parle. Alors, c'est pourquoi la première fois quand j'ai entendu en direct ces propos, je me suis dit qu'il s'est ingéré dans les affaires internes du Sénégal, parce que le Sénégal est un pays souverain, et la souveraineté est beaucoup ressentie en ce qui concerne l'aspect pénal, en droit pénal. Les États sont jaloux de leur droit pénal, même sur le plan international. Quand il y a des conventions sur le plan international qui touchent le droit pénal, on laisse toujours le soin aux États de déterminer les peines, par exemple. Donc c'est très délicat. Mais j'ai lu aujourd'hui quand même les explications de l'ambassadeur. Et j'ai atténué mon jugement, franchement, honnêtement. Pourquoi? Parce qu'il dit dans un journal aujourd'hui qu'il n'a pas été compris, qu'il n'a pas émis un jugement de valeur sur la décision qui sera rendue le 23 mars. Ce qu'il a essayé de faire, c'est de se conformer à l'opinion la plus répandue au niveau des Sénégalais. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit... Non, laissez-moi. Moi, je rapporte les propos de l'ambassadeur. Je rapporte les propos de l'ambassadeur et j'ai essayé de le comprendre et je l'ai compris. Il a dit que pour lui, le jugement qu'il a porté sur la décision qui interviendra le 23, c'est pas dire que Karim Wade sera innocent ou Karim Wade sera coupable. Mais il estime que, d'après lui, l'opinion la plus répandue pense que Karim Wade sera condamné le 23 juin. Et la moitié des Sénégalais le pensent. Et les premiers à le dire, ce sont les avocats de Karim Wade. Et donc, lui, il n'a fait que reprendre ce que les avocats de Karim Wade ont pensé, ce que la moitié des Sénégalais ont pensé, que vu le déroulement du procès, que Karim Wade, effectivement, sera condamné le 23 juin. Et ça, les avocats de Karim Wade l'ont fait. Ils ont même quitté le prétoire pour dire que le jugement est déjà rendu. Et si c'est ça, franchement, ce que voulait dire l'ambassadeur, je crois qu'il n'y a pas à prêter un champ. Oui, Amadou Tidjane, non, je précise juste ce que l'ambassadeur a dit exactement à la question de savoir si, il dit avoir répondu à la question de savoir si Karim Wade va être condamné ou non. Et il n'a pas répondu à la question de savoir si Karim Wade est coupable ou innocent. Donc c'est ça sa précision. Je pense qu'il a précisé sa pensée. Je partage les mots de Maître Ousmane Seye. Les propos de l'ambassadeur étaient pour le moins regrettables. Et je pense qu'il a exprimé son regret en les précisant dans un journal. Et je pense qu'il faut que nous en prenions acte. Absolument. Cela étant, je pense que ce qui m'intéresse dans ces propos, personnellement, c'est que nous voilà dans un pays occupé depuis presque 2 ans sur une affaire qui est en train d'être jugée et où l'on se rend compte que tous les Sénégalais se disent le jugement est fait d'avance. Moi, c'est ça qui pour moi est important. C'est que la majorité des Sénégalais, oui, la majorité des Sénégalais considèrent qu'au vu du procès, les dés sont pipés. Les dés sont pipés ou Karim Wade est coupable. Les dés sont Ça peut être les deux. Non, attendez. C'est la nuance qu'a apporté l'ambassadeur. C'est la nuance qu'il a apportée. Les dés sont pipés. Ça veut dire qu'il y a une volonté de condamner Karim Wade et que cette volonté a été tellement perçue par les Sénégalais que tout le monde en est convaincu. Je dis bon, en principe, lorsqu'on juge, la latitude est donnée aux avocats de la défense, au procureur de la République, à la partie civile, d'échanger sur le plan des procédures, sur le plan des lois et règlements, sur le plan des arguments. Et au bout du compte, le juge acquiert une intime conviction. Mais il se trouve que dans ce cas-ci, il semble que tout le monde a accepté que le juge a une intime conviction qui n'est peut-être pas la sienne, mais qu'il est chargé de mettre en œuvre. Et cela, tous les démocrates de ce pays devraient s'interroger. On nous a mis en place une cour spéciale, tellement spéciale qu'elle ne fonctionne comme aucune cour dans le monde, et je parle à un puriste du droit. Le président Wade, je saisis cette parenthèse, n'a jamais dit « ne jugez pas Karim Wade ». Il a dit « Karim Wade est un citoyen sénégalais, jugez-le par les tribunaux de droit commun ».
c'est ce même Abdoulaye Wade qui a lancé un appel à la France pour arbitrer ou juger même... On arrive là, on arrive sur ce point. Clarifions qu'il a dit, Karim Wade est un citoyen sénégalais comme tous les autres, jugez-le à travers les tribunaux sénégalais qui jugent tous les Sénégalais. Si cela n'était pas possible, il est un ancien ministre et les faits qui lui sont reprochés lui sont imputables au moment de l'exercice de ses fonctions. Alors, amenez-le devant la Haute Cour de justice. Tout en sachant que la Haute Cour de justice est composée de députés majorité du pouvoir, mais au moins, il dit ces deux institutions, ce sont des institutions de droit du Sénégal qui sont constitutionnellement acceptables. Malgré tout, on a ravivé ce monstre juridique qu'est la CREI et qui donne raison à l'ambassadeur de France et qui donne raison à l'opinion largement répandue qu'il y a un verdict déjà dans une enveloppe qu'il s'agira le 23 que le juge ouvre pour le prononcer. Oui, Maître Ousmane Seye, le Premier ministre l'a dit, hein, donc faut pas, le gouvernement ne va pas répondre donc, sur cette question concernant les déclarations de Pagano pour la bonne et simple raison que c'est Abdoulaye Wade lui-même et le PDS qui ont installé la France au cœur de ce procès avec l'appel que le président Wade avait lancé envers la France et même les États-Unis hein, pour arbitrer sur oui, sur ce point, effectivement, le Premier ministre a parfaitement raison. Je crois que effectivement, c'est le président Abdoulaye Wade qui, le premier, a demandé à la France, à des juges français, à des jurisconsultes, de venir quand même juger à la place de nos juridictions. Mais non, il n'a pas dit juger à la place de nos juridictions. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Non, mais la lettre est de 2 pages, je pourrais éventuellement vous la donner. Oui, mais il a fait appel quand même. Ce n'est pas la première fois. C'est lui qui a la parole, hein, c'est juste une précision. Voilà, je le laisse terminer. Je peux vous laisser rectifier, hein, ce qu'effectivement Abdoulaye Wade a dit. Je vous donne la parole pour nous expliquer ce qu'il a dit. Il est de tradition au Sénégal. Le Sénégal a des accords de coopération judiciaire, juridique, multiforme, notamment avec les États-Unis, avec la France, notamment en matière électorale. Combien de fois nous avons appelé à des moments difficiles le NDI américain, d'autres structures, pour nous éclairer, pour nous donner des éclairages. Cela n'est pas un verdict, cela n'est pas une sentence. Oui. Donner des éclairages parce que nous avons au Sénégal un monstre juridique qui est créé. Nous ne pensons pas que ce monstre juridique existe dans le droit français dont nos institutions sont héritières. Nous sommes des héritiers du droit français. Nos tribunaux jugent selon notre héritage du droit français. Oui. Demandez l'éclairage. Voilà. Sur ce plan, si c'est ça qu'il a dit, je maintiens. En tant que directeur de cabinet. Voilà, je prends acte et je maintiens. Je crois qu'au Sénégal, nous avons des juristes qui peuvent éclairer l'opinion et ils l'ont fait. Sur la CREI, le débat a été mené, les juristes se sont prononcés, certains ont condamné le fonctionnement de la CREI. Il y en a même ceux qui ont dit que même la CREI n'existait pas sur le plan, je vous rappelle sur le plan légal, ce qui est faux. Parenthèse, la preuve que la CREI va rendre sa décision dans quelques jours. Suite aux commissions rogatoires envoyées dans ces pays. Donc vraiment, je crois que le président de la République, qui a exercé ce pouvoir pendant 12 ans, n'a pas à demander à des étrangers, à des Français, de venir éclairer les Sénégalais sur une juridiction sénégalaise qui était en train de juger des Sénégalais. Et nous avons aussi des magistrats capables de juger. Nous n'avons pas besoin d'autres magistrats. D'ailleurs, des magistrats sénégalais sont appelés pour juger ailleurs dans le cadre d'accords. D'éclairer. Nous avons des juristes capables d'éclairer l'opinion sénégalaise. Donc franchement, sur ce plan-là, je crois que quand le Premier ministre dit, semble dire hein, d'une manière implicite, que c'est le président Wade qui a permis à l'ambassadeur de France de répondre et de s'immiscer dans nos affaires internes, il a raison. Il a raison et que donc, moi ce que je voulais dire sur ce plan, c'est de faire un appel quand même aux Sénégalais, population sénégalaise, pour dire que le Sénégal ne s'arrête pas le 23 juin. Et même le procès de Karim Wade. Le 23 juin, vous avez dit. Le 23. Je ne veux pas qu'il y ait un 23 juin. C'est pourquoi. Il y en a qui disent qu'il y aura un Sénégal d'avant 23 mars et d'après 23 mars. Oui, non, je dis que le Sénégal ne s'arrêtera pas le 23 mars. Même le procès de Karim Wade
ne s'arrêtera pas le 23 mars. Absolument. Donc, je crois qu'il faudra faire preuve de dépassement, quelle que soit la décision qui sera rendue. Il n'est pas question, il est hors de question. Et je le demande solennellement, que la décision qui sera rendue, quelle que soit cette décision, soit contestée dans la rue. On ne conteste pas une décision de justice dans la rue. Je prends exemple, présent. Moi, que s'est-il passé le 23 juin? Je vais vous donner, c'était pas une décision de justice. Maître, que s'est-il passé le 23 juin? C'était pas une décision de justice le 23 juin. Le 23 juin, c'est l'Assemblée nationale qui votait un projet de loi et il y a eu des manifestations. Les Sénégalais n'ont jamais manifesté par rapport à une décision de justice. Le 23 juin. Et la preuve, je vous la donne. Quand la candidature du président Abdoulaye Wade était contestée, moi je faisais partie des avocats qui plaidaient la légalité d'un troisième mandat pour le président Abdoulaye Wade. Absolument. On a saisi le Conseil constitutionnel, devait rendre sa décision. Mais il y avait une tension telle que tout le monde croyait que si le Conseil constitutionnel légitime déclare la candidature d'Abdoulaye Wade valable, il y aurait un soulèvement. Ce jour, quand le Conseil constitutionnel a rendu sa décision pour dire qu'Abdoulaye Wade devait se présenter pour un troisième mandat, il n'y a pas eu de soulèvement. Et c'était à l'avantage du président Abdoulaye Wade. Il faut qu'il se rappelle de ce jour-là. Donc, les Sénégalais n'aiment pas la violence. On peut contester une décision de justice par d'autres moyens. La loi même offre des voies de recours. Même la décision qui sera rendue le 23 mars, favorable ou défavorable à Karim Wade, il appartiendra aux partis, cette fois-ci, d'exercer, d'avoir des voies de recours que les partis peuvent exercer. Il faut saisir la Cour suprême de recours par voie de cassation. La Cour suprême est déjà saisie de plusieurs recours. Je sais, Amadou. Vous le savez. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, la deuxième preuve, quand il y avait l'élection présidentielle en 2012, tous les candidats qui appelaient à la violence, qui allaient se battre à la place de l'indépendance, à la place de l'Obélisque, les Sénégalais ont croisé les bras en les regardant. Au moment de l'élection, ils ont mis out tous ces candidats-là, ils ont élu le candidat le plus pacifique qui allait rencontrer les populations pour leur présenter au programme, c'était Macky Sall. Il faut qu'on ait en esprit cela, qu'il faudrait que, quel que soit le verdict qui sera rendu le 23 mars, qu'on l'accueille et qu'on exerce des voies légales si on n'est pas d'accord, mais que les Sénégalais ne veulent pas la violence. Il ne faut pas exercer des voies de recours violents. Quelle que soit la décision. On soupçonne le PDS Wade en tête de vouloir faire sortir les Sénégalais dans la rue. Les Sénégalais n'accepteront pas le Karim Wade est condamné. Le PDS a toujours été soupçonné de violence depuis 1974. Et je pense d'ailleurs que c'est cette légende-là, fabriquée par le pouvoir, qui jusqu'à présent tente à diaboliser. Moi j'estime que le président de la Wade n'est pas un homme violent. Honnêtement, contrairement à ce que les gens disent, j'estime qu'il n'est pas un homme violent. J'estime qu'il a exercé le pouvoir pendant 12 ans. C'est un républicain, il sait ce que c'est que la République, mais il ne peut pas brûler la République, c'est pas possible. Il n'a jamais parlé de brûler la République. Et de brûler la République n'est le projet de personne dans ce pays. Par contre, il y a ce que l'on appelle la résistance à l'oppression. Lorsque tous vos droits sont bafoués, je vous rappelle que le président de l'Assemblée nationale actuelle s'est rendu célèbre par une pierre qu'il tenait entre ses mains devant, attendez, on parle de choses sérieuses. On parle de choses sérieuses. Devant l'Assemblée dans laquelle il siège aujourd'hui, il y a une photo qui circule partout dans le monde où il tient une pierre. Donc ils ne sont pas fondés aujourd'hui à donner des leçons. Vous donnez des pétitions de principe, d'accord? Sur les principes, nous sommes tous d'accord. Mais entre les principes et la réalité objective qui nous est faite de piétinement des droits de la défense, au point où les avocats, dont c'est le métier d'exercer devant la Cour, se sont sentis obligés, frustrés et humiliés de quitter cette Cour, où pourtant tous les invitent. Devant l'impossible, nul n'est tenu. À un moment donné, il faut que les droits de tous les Sénégalais soient respectés. Les droits du détenu Karim Wade devant le prétoire ont été bafoués. Son intégrité physique a été menacée et aucun des chantres de la démocratie n'a élevé la voix. Vous auriez dû, vous, comme un ténor du barreau sénégalais, vous insurger contre les mauvais traitements qu'il a subis. Je l'ai fait. Voilà, c'est ce que l'on attend. Moi, je fais partie des avocats qui n'ont pas plaidé
pas pour les mêmes causes que les avocats de Karim Wade, parce que j'ai estimé que la Cour n'a pas été courtoise à mon endroit. Mais, je vais vous dire une chose, je suis avocat. Tous les jours, il y a des personnes qui sont condamnées à tort. Ça ne mérite pas un soulèvement populaire. Il faut comparer ce qui est comparable. Ce qui s'est passé le 23 juin, c'était des populations qui se sont soulevées contre des décisions politiques. Collectives, dans le cadre d'une décision politique qui concernaient tous les Sénégalais. Aujourd'hui, il s'agit d'un individu qui doit être jugé, d'une sentence appliquée à une personne, même si cette personne est le fils d'un ancien président de la République. Il s'agit d'une personne, d'un citoyen sénégalais. Est-ce que, par exemple, si demain on condamnait Karim Wade, qui est un citoyen comme tout le monde, même à tort, est-ce que ça mériterait un soulèvement populaire? Monsieur... C'est ça la question. Maître, on va avancer un peu, il nous reste peu de temps. Un soulèvement populaire n'est jamais décrété. Oui. Lorsque le peuple se soulève, c'est que sa limite d'indignation... Ça peut être suscité. Écoutez, le Sénégal nous appartient à nous tous. Si ça brûle, ça va brûler pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Monsieur le ministre, je ne veux pas qu'il laisse croire que nous serions des candidats à l'insurrection. Non, je l'ai dit. Nous défendons. J'ai dit tout à l'heure que moi, ma conviction, c'est que le président Abdoulaye Wade n'est pas un homme violent. Vous savez qu'il n'est pas un homme violent. Il a été président de la République, c'est un républicain, c'est un démocrate. Tout à fait. Il s'est toujours battu. Tout à fait. Pour la promotion de la démocratie. Tout à fait. Non, mais ce que je ne veux pas laisser accréditer, c'est l'idée selon laquelle, au cas où il y aurait des insurrections, que ces insurrections seraient imputables. Mais nous appelons au calme. Ah, mais voilà, il faut le faire. Nous appelons au calme. C'est très bien. Le dernier meeting, à chaque fois qu'on a autorisé un meeting du PDS, ça s'est passé très bien. Les gens sont rentrés chez eux tranquillement. Absolument, je l'ai dit, moi. Pourquoi on ne le souligne pas assez? Mais à chaque fois qu'on l'a interdit. Absolument. Donc la violence vient d'où? Moi, c'est la cause pour laquelle moi-même, la violence vient d'où? J'ai dit quand on avait interdit le dernier meeting du PDS, j'ai dit que ce n'était pas normal, parce que jamais le PDS n'a organisé un meeting où il y a eu des violences. Alors donc ne parlez pas de violence aujourd'hui. Ce serait peut-être la dernière ou l'avant-dernière. Moi, j'avertis. Je ne dis pas que le PDS... On va s'écouter un peu. Le procédé est habile. J'ai dit que le PDS doit commencer dès à présent à calmer. À lancer un appel à la paix. On a compris votre position. Il est important qu'il... Non, on a compris sa position. Il demande au PDS de lancer tout de suite et maintenant un appel à la paix. Je demande. D'accord. Maintenant, j'ai une question. Au pouvoir, on est à la fin de l'émission. Je demande au pouvoir de gérer cette affaire avec équité. D'accord. On est d'accord. À bon entendeur. Le PDS a décidé d'investir son candidat pour la présidentielle de 2017 le 20 mars, 3 jours avant le verdict du procès Karim Wade. Et tout porte à croire que ce sera Karim Wade le candidat du PDS. N'est-ce pas là une manière d'anticiper sur le verdict? Écoutez, le PDS déroule son programme qui est de retourner au pouvoir dès la plus prochaine élection. Le PDS met donc en route la procédure de sélection de son futur candidat. Je pense que tous les Sénégalais devraient s'en réjouir de voir qu'il y a un parti politique qui a produit, parce qu'il faudra qu'on reconnaisse à Maître Wade, d'avoir produit le plus grand nombre de présidentiables dans ce pays. Générosité politique, générosité intellectuelle. Regardez le Parti socialiste que nous avons en face. Il les a écartés pour mettre son fils. Qu'ils organisent. Attendez, il n'a encore écarté personne. Pour tenter de mettre son fils. Attendez. Non, mais attendez. Oui. Il n'a encore écarté personne. Dans la procédure, on a dit que toute personne... Non, on parle par le passé, là. Qu'a-t-il fait dans le passé? On l'a soupçonné. Macky Sall, Idrissa Seck. On l'a soupçonné. Il y a eu toujours un lame de fond. Encore une fois, qui a mis à mort Idrissa? C'est Macky. Attendez, l'histoire est là. Non, mais l'histoire est là. Arrêtez de diaboliser le président Wade, etc. Comme si ce serait le vieux sorcier dans son bureau en train de concocter. Deux mots. Mais vous m'avez posé une question. Allez-y. La procédure, elle est lancée. La procédure, elle est lancée. Le président, le secrétaire général national du PDS a dit que toute personne qui souhaite être candidat n'a qu'à l'être. Il y a un processus, il y aura peut-être 10 ou 15 candidats. Je vous assure qu'en ce moment, vous allez être surpris. La liste va être longue de candidats potentiels. Après cela, les fédérations vont se prononcer. Il y a un processus.
ce processus-là, laissons-le aller à son terme. Mais ne préjugeons pas du résultat. Oui, merci sur cette Mais écoutez, mais moi je ne peux pas me prononcer sur cette question. Ça intéresse quand même le fonctionnement interne d'un parti. Mais relativement à une décision judiciaire le 23, c'est-à-dire 3 jours ça n'a rien à voir. Non, moi vraiment... Si on condamne Karim Wade, c'est le candidat, s'il est éventuellement le candidat du PDS, c'est le candidat du PDS qui serait condamné. Nous n'en sommes pas encore là. Non, moi je vois un parti qui a décidé d'organiser comment choisir son candidat. Il n'y a pas un jeu là-dedans là? Non, mais je ne voyez aucune peux pas malice. porter un jugement de valeur. C'est le problème du PDS. Les militants du PDS sont en train d'en débattre. C'est le fonctionnement interne du PDS. Moi je n'ai rien à dire là-dessus. Vous ne voyez pas un jeu politique de la part du président Wade? Mais non. Mais tu sais, la politique aussi, c'est aussi un jeu. C'est des fois aussi un jeu. On ne peut pas reprocher à un homme politique. On est dans l'émission enjeu. Oui, On traite des il y a des enjeux, il y a des jeux. Absolument. Voilà. Ce sera le mot de la fin, Maître Ousmane Seye. Déjà? Oui. Ah bon? On est en train Vous ne parlez pas, vous n'êtes pas au courant parti. que aussi dans la paix, il y a des... Mais bien sûr, situations mais nouvelles. bien sûr, une autre occasion peut-être. On est en direct, il y a d'autres programmes qui suivent, donc on va être obligé de se dire au revoir. Le débat a été passionnant. On recevait donc Maître Ousmane Seye, du président du Front républicain et coordonnateur de la coalition pour l'émergence Taxawu Sénégal. Taxawu Sénégal, il y a quelques similitudes avec Taxawu Dakar. Mais nous sommes plus ambitieux que Taxawu Dakar. Oui. Nous avons une dimension nationale. Oui. C'est pourquoi nous avons choisi de dénommer notre coalition pour l'émergence Taxawu Sénégal. Donc Khalifa Sall n'a qu'à se tenir à carreau et ne pas utiliser Taxawu Sénégal et de s'arrêter à Dakar. Moi, je n'ai pas parlé de Khalifa Sall. Non, franchement. Et Amadou Tidiane Wan, ancien ministre, ancien ambassadeur du Sénégal au Canada et directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade. Merci d'être venu. Merci Amadou. Merci, c'est un plaisir surtout d'être en face de l'éminent Amadou Tidiane Wan. Merci. À vous également, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro de Enjeu. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. D'ici là, restez connectés au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Bonne soirée.